Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Nous partons du côté de la commune de Vieux-Habitants avec le maire Jules Otto. Jules Otto qui est maire de cette commune, mais il est aussi conseiller départemental. Avec lui, nous ferons un petit tour de l'actualité. Et puis, nous irons un petit peu plus loin au niveau de sa commune ou du conseil départemental. En tout cas, nous cheminerons ensemble. Jules Otto, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, plusieurs actualités. Une actualité qui fait bondir certains. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il y a une étude américaine qui a été faite concernant le vaccin anti-Covid et qui dit que ce vaccin protégerait le cœur, serait bénéfique pour le cœur. Alors, ça vient démonter tout ce qu'on a entendu jusqu'ici. Est-ce qu'on peut se fier à ce qu'on entend ou à ce qui se dit sous couvert d'études, selon certains, d'études fiables? Premièrement, je voudrais adresser un bonsoir à la population de la Guadeloupe, et en particulier à celle de Vieux-Habitants et du canton de Baye-Vieux-Habitants-Bouillante. Sur la question du Covid, on sait très bien qu'avec maintenant les réseaux sociaux, avec même on a des supports scientifiques qui donnent des informations. Je crois qu'il faut rester prudent, il faut rester vigilant sur ce qu'on entend. En tout cas, moi, dans ma démarche, je fais confiance à la science, aux médecins, qui, pour se protéger, donc on a mis en place un dispositif, notamment le vaccin. En tout cas, je suis parmi les élus qui ont pas appliqué, mais disons qui ont adhéré à la démarche concernant la vaccination. Vous avez pris? J'ai pris mes 3 vaccins, bon, jusqu'à maintenant. Enfin, là, on est à la 6e ou 7e dose. Non, je me suis arrêté au 3e, vous n'êtes pas allé jusque-là. Au 3e dose. Bon, je n'ai pas eu de conséquences particulières. Ceci étant dit, j'ai entendu beaucoup de choses, mais quand on prenait les vaccins avant, il y a toujours eu, quand on prenait les BCG, quand on prenait d'autres vaccins, il y a toujours eu des conséquences secondaires. Ça dépend des individus, ça dépend de notre corps, de notre constitution. Mais globalement, quand je regarde avec recul, et c'est notre responsabilité quand on est élu, quand on est sur un territoire, c'est quand il y a une situation sanitaire, notre responsabilité en lien avec les services de l'État, c'est de protéger la population. Donc on avait devant nous une pandémie et la réponse qu'on avait pour protéger notre population, c'était se faire vacciner. Donc on a mis en place, notamment sur les habitants, un centre de vaccination éphémère pour pouvoir protéger, et en particulier les personnes âgées. Donc on a eu quand même quelques décès sur le territoire de vieux habitants et dans la zone Côte-Soulevant. C'était ça simplement ma démarche, une démarche de dire protégeons, mais Jules Otto est élu, j'ai un champ de compétences professionnelles qui est dans le monde agricole, je suis de formation d'ingénieur agricole, mais j'ai fait confiance aux médecins qui étaient sur le territoire. Les 4 médecins, j'ai discuté avec eux, c'est avec les infirmières qu'on a travaillé. Donc aujourd'hui, qu'il y a une étude qui dit des choses, bon, je veux bien regarder précisément et puis les origines, quel groupe scientifique, quelle est la véracité ou le sérieux de cette étude, parce que des études comme par exemple c'est pas bien borné, la méthodologie n'est pas bien posée, on peut trouver des résultats qui disent tout son contraire. Donc, il faut quelque part se dire que nous sommes à la merci de tout. Non, je ne crois pas. Il faut simplement travailler avec et faire confiance. Moi, je ne suis pas expert dans la mécanique, je ne suis pas expert dans l'audiovisuel. Il y a des gens qui ont fait des études, qui ont travaillé. Il faut rester vigilant, il faut avoir le droit à l'interpellation, à discuter, à échanger, et à s'interroger sur ce que nous disent nos médecins, à regarder, mais ils ont été formés. C'est eux qui ont toujours fait avancer la science, et fait avancer la médecine, et fait avancer aussi la protection sanitaire des populations. Donc, dans le cadre d'une pandémie, il y a des professionnels, il y a des personnes qui sont là pour ça, et qui doivent nous protéger, donc ils font leur boulot. Je pense qu'il faut faire confiance. Après, je dis, il faut rester vigilant, il faut s'interroger, il faut, avant d'adhérer à une décision, à prendre une décision, mais il faut toujours s'attacher à des personnes ressources qui sont là pour ça et qui sont là pour nous. Donc, juste avant de passer à un autre sujet que j'aimerais développer avec vous, que pensez-vous, et rapidement, du fait qu'on ait déjà avancé sur ce problème de Covid? Vous voyez maintenant, bon, on n'en parle presque plus, sauf
lorsqu'on parle du personnel soignant suspendu. Vraiment, Jules Otto, en tant qu'élu, en tant que Guadeloupéen, que pensez-vous de cette affaire et si vous étiez aux commandes de toutes ces choses, qu'auriez-vous fait? Je pense qu'il y a une approche humaine de ce dossier-là et que ces personnes qui sont en situation, il faut le reconnaître, de difficultés, on va dire, matérielles, il faut trouver une solution. Mais il faut aussi se dire, quand il y a eu des personnes qui travaillent à l'hôpital, qui ont adhéré à une démarche et qui se sont protégées parce que c'était et puis ce sont des fonctionnaires. Et donc il y a eu des consignes qui ont été données, donc, et d'autres qui ont refusé. Pour des raisons, c'est pas la peine de revenir sur le passé, comment ça a été fait, comment ça a été dit, quelle est derrière la ligne peut-être idéologique aussi qui est derrière. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que, en tout cas, il y a des gens qui sont en situation de souffrance et qu'il faut trouver une solution. Je pense qu'il y a des solutions techniques à trouver. Je pense que dans le cadre de ce qu'on appelle la fonction publique, il y a les 3 fonctions publiques: fonction publique hospitalière, fonction publique d'État et fonction publique territoriale. Il y a des possibilités. Parce que moi, je pense que ça va être un problème, on va dire, allez, on va employer un grand terme, un problème managérial, un problème humain à faire cohabiter des gens qui se sont confrontés entre ceux qui ont adhéré et qui sont aujourd'hui, qui travaillent à l'hôpital, et ceux qui sont, je ne mets pas en doute leurs compétences professionnelles, mais ceux qui sont restés dans leur logique de dire pour des raisons qui leur sont propres, je ne prends pas le vaccin, et aujourd'hui, effectivement, il faut trouver une solution. Je dis simplement que humainement et techniquement, des solutions sont possibles, peut-être pas au sein de l'hôpital, peut-être au sein, ce sont des gens qui sont des fonctionnaires. C'est possible, pourquoi est-ce que... Ce sont des fonctionnaires, donc... Mais moi, au-delà de... Je ne rentre pas dans les détails. Je dis simplement aujourd'hui qu'il y aura une difficulté réelle de faire travailler ensemble ces deux brigades. Donc, il faut anticiper cela. Il faut peut-être préserver les gens par rapport à leur situation professionnelle, leur situation, on va dire, salariale, de les réintégrer, mais les réintégrer dans des services publics où ils peuvent travailler, parce que, par exemple, si on prend, par exemple, ce sont des médecins, des personnes qui relèvent de la santé, on trouve toujours à l'éducation nationale, on trouve à l'ARS, on trouve peut-être dans des... Ah oui, pour vous, ne pas les réintégrer forcément à l'hôpital quand ce sont je pense des hôpitaux. Moi, je pense que ça peut poser un problème de cohabitation, et voilà, j'en parle le terme, problème, après, de manager, de faire vivre ensemble des personnes quasiment plus d'une année qui se sont opposées. N'oubliez pas quand même, quand on a été au sommet du mouvement, comment ça a été un peu violent. Donc, on peut penser qu'à l'intérieur, on peut avoir aussi des personnes qui vont réagir et qui ne sont pas d'accord. Donc je pense ce que vous dites, c'est que l'ambiance au niveau même des services ne sera pas bonne, donc... je pense qu'il faut anticiper cela et il faut trouver, je ne parle pas de rupture conventionnelle ou autre chose, hein. Je parle effectivement d'intégration, mais quand on parle d'intégration de fonctionnaires de la fonction publique, il y a à discuter, à échanger. Je crois qu'il y a des élus qui sont d'accord à les réintégrer. Que ces élus-là proposent, eh bien, dans leur collectivité, des possibilités d'intégration de ces agents-là, de ces personnes-là. D'accord. Maintenant, nous partons vers un autre sujet où il y a eu de grosses mobilisations, notamment dans l'Hexagone. Il y a eu aussi quelques mobilisations ici en Guadeloupe, le problème des retraites. Alors, est-ce que, lorsque vous avez vu toutes ces personnes dans les rues, lorsqu'on regardait les images, est-ce que vous avez cru que le gouvernement aurait plié sur son projet de réforme des retraites? Est-ce que vous y avez cru lorsque vous avez vu ce monde lors de la dernière mobilisation dans les rues, notamment dans l'Hexagone? Est-ce que pour vous, le gouvernement allait plier? Je vous apporterai une réponse en deux temps. Premièrement, la question de plier, je ne crois pas que ce soit ça la démarche quand il y a un mouvement social. C'est de faire reculer, c'est de faire qu'il y ait une nouvelle renégociation, une discussion autour de projets. On voit qu'effectivement, il n'y a pas une adhésion. On le fait pour la population, on le fait pour le peuple. Le peuple dit clairement, ça ne nous convient pas. C'est quand même une épreuve de force. Voilà, ça ne nous convient pas, il faut revoir. Donc je peux entendre que... Mais ça peut... le président de la République aurait pu sortir par le haut en disant « Ok, je vous ai entendu, je revois
on ne dit pas, peut-être que l'idée de dire effectivement sur la question de la réforme des retraites, il y a à discuter parce qu'il y a peut-être des choses à tenir compte du vieillissement de la population, du modèle français, qu'il faut effectivement faire une réforme par rapport à ça. Mais on voit bien qu'il n'y a pas eu suffisamment de concertation, de discussion avec les partenaires sociaux. Donc il y a et quand on regarde, le président actuel n'a pas été élu sur ce programme-là. Aujourd'hui, c'est une réforme quasiment inutile parce que aujourd'hui, la moyenne d'âge de départ à la retraite est déjà de 64 ans. Simplement, il y a des tranches. Il y a des segments de population, notamment les femmes, notamment les personnes qui ont eu des carrières lâchées. Même au niveau de la retraite, même au niveau de la retraite, les femmes subissent une inégalité par rapport aux hommes. Oui, mais je vous le confirme. Donc ça, il fallait revoir tout cela. Donc il n'y avait pas lieu d'y aller. Mais deuxièmement, quand on voit cette mobilisation, on aurait pu penser que le président de la République, le gouvernement, dit « OK, je retire ce projet de réforme, on va revenir autour de la table, discuter de la concertation, ainsi de suite. » Donc, reculer pour représenter notre projet. C'était ça normalement, et quand on voit une telle mobilisation. Mais on connaît la verticalité de ce président, on connaît l'entêtement, et on voit bien quand par exemple, Olivier Dussopt, ceux qui se disent, qui viennent de la gauche, qui disent que c'est une réforme de gauche, et qu'aujourd'hui au Sénat, c'est la droite qui fait passer la réforme, on voit bien les incohérences. Donc Olivier Dussopt, pour se sauver, pour ne pas perdre la face, parce qu'il vient voilà, j'ai eu à le croiser au niveau du Parti socialiste. Donc c'est quelqu'un qui disait des choses par rapport à la retraite, et aujourd'hui il dit tout à fait le contraire. Donc, et puis il essaie de prendre des arguments pour montrer que c'est une réforme progressiste, une réforme de gauche. Alors que je ne crois pas que le Sénat à droite, et quand on a vu, c'est quand même la droite qui a voté pour cette réforme de recul de l'âge de la retraite à 64 ans. Il y a quand même des gens de gauche aussi qui ont voté. Non, globalement les deux blocs se sont respectés, mais c'est pas du tout. On voit bien les incohérences et on voit bien les dérapages entre ce qui se fait actuellement au niveau de l'Assemblée nationale, où on voit un ministre qui perd ses nerfs. On voit Olivier Dussopt à un moment donné aussi n'arrive plus à se contrôler. On voit bien qu'il y a beaucoup d'incohérences. C'est une réforme que le président, parce que c'est des promesses faites certainement à la droite, il veut absolument le faire passer et il ne veut pas y revenir. Mais on voit bien qu'il n'y a pas une adhésion, malgré... Et c'est ça qui va petit à petit, quand on parle d'adhésion de la population à la démocratie, de venir voter, ainsi de suite. Quand on voit qu'un président, et pour se faire élire, a eu quand même, pour justement ne pas arriver avec une présidente RN au niveau de la France, et qu'aujourd'hui n'entend pas le peuple, n'entend pas les gens qui l'ont mis au pouvoir, ça pose un problème. Et effectivement, après, quand on parle de la démocratie est en recul, quand on a ces pratiques-là, c'est justement ces pratiques-là qui fait reculer la démocratie. Alors l'argument de certains, je peux rapporter à la Guadeloupe, la vie chère. Alors, vous entendez certaines personnes qui vous disent moi, pourquoi je vais partir plus tôt à la retraite alors que j'ai des difficultés avec un salaire à taux plein à joindre les deux bouts. Donc, partir à la retraite, c'est me mettre dans plus de précarité. C'est... on tourne en rond. Parce que la vie chère vient aussi se mêler à ce problème de retraite. Alors, et justement en particulier, nous élus locaux, pour les fonctionnaires territoriaux, on peut en témoigner. Et c'est parce que justement, il y a un combat depuis longtemps qu'on dit simplement d'intégrer, mais ça va aussi venir impacter les budgets des communes. Donc il faut qu'on soit prudent là-dessus. J'allais y arriver avec vous. Il faut aussi prendre le temps d'en discuter. Mais c'est un vrai sujet. Il y a aujourd'hui, et quand on prend globalement la fonction publique territoriale, on est à 17 000 agents territoriaux, 16 000, 17 000. Il y a plus de 80%, 85% de catégorie C. Donc, des revenus qui sont autour de 2 500 euros avec les 40%. Donc, quand on va avoir la retraite, on perd les 40%, plus on perd encore notre décote. Donc, on est globalement, ces agents sont souvent à moins de 1 000 euros de retraite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Globalement, parce qu'ils ont des enfants qui font des études, parce qu'ils ont encore des charges, parce qu'ils ont encore d'autres formes à faire face à la vie chère, comme vous dites. Et donc, ils reculent leur départ. Et donc, ils partent à 67 ans. Mais ils ne partent pas heureux, parce qu'en fait, s'ils pouvaient partir à 63 ans, 64 ans, ils l'auraient fait simplement. Moi, j'ai des agents qui sont
vieux habitants qui traînent pour partir, parce qu'il y a ce problème qui est derrière, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils vont avoir. Donc il y a ce sujet-là qu'on doit mettre sur la table. Mais c'est ça qu'il faut qu'on Mais pourquoi justement on élude les vrais problèmes? Parce qu'on parle de la retraite, on en parle comme ça, mais les choses sont liées. Non, mais c'est Donc tout ça. il faut tout mettre sur la table C'est tout pour ça qu'on comprendre. demande. En dehors de, globalement, la réforme de la retraite pose un problème au niveau national, donc on est embarqué dedans. Et puis on avait dit qu'il faudrait avoir un regard particulier. D'ailleurs, c'est la position qu'Olivier Nicolas défend souvent du Parti socialiste. Il faut qu'il y ait un regard particulier en Outre-mer et dans notre cas en Guadeloupe sur la question des femmes, sur la question de la précarité pour ces personnes qui vont, pour la question des personnes qui ont des carrières hachées qu'on a beaucoup en Outre-mer et en particulier en Guadeloupe, et sur la question des 40% dans la fonction publique territoriale et même aussi dans la fonction publique d'État, et comment, quand on arrive à la retraite, pour les catégories C qui n'ont pas un salaire élevé et qui vont avoir une perte de 40% et avoir une autre décote. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Globalement, on met sur le territoire de nouveaux pauvres, de nouvelles personnes qui vont être dans la précarité. Et donc, des personnes qui, moi je connais un monsieur comme ça, oui. Des personnes qui ne voient pas comment elles vont arriver à joindre les deux bouts, et pour certaines qui se suicident. Donc il y a un problème. Mais c'est ce dossier-là qu'on demande à l'État. Et je crois que les sénateurs, la délégation qui aujourd'hui travaille sur la question de la vie chère, tout ce paquet-là est dans la discussion. Maintenant, c'est quelle va être la volonté du gouvernement d'entendre cette situation et de dire quels gestes qu'on peut faire en direction de ces populations pour que demain matin, quand ils partiront à la retraite, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme dispositif pour ne pas mettre effectivement sur le territoire ce qu'on appelle des nouveaux pauvres qui vont avoir moins de 1 000 euros, qui vont avoir moins de 800 euros pour la retraite. Moi, je serais tentée de vous dire, est-ce que fatalement, ça n'arrivera pas? Lorsqu'on regarde un petit peu comment la société fonctionne, lorsqu'on regarde les décisions qui sont prises ou les silences qui aussi peuvent condamner, hein, lorsqu'on regarde, on se dit que de toute façon, on va y arriver. En tout cas, en ce qui nous concerne, et je pense qu'on a entendu ma voix, on a entendu la voix d'Olivier Nicolas, de Victorin Lurel ou d'autres élus, et au-delà des prises de position, mais on fait entendre notre position sur la question, et on dit clairement qu'il faut une concertation avec le gouvernement pour arriver à traiter ces situations particulières qu'on a en Guadeloupe pour ce public, et ne pas mettre sur le territoire des nouveaux pauvres et des gens qui vont avoir des retraites à moins de 800 euros, moins de 1 000 euros. Alors, comment vivre comme ça? En tout cas, pour vous, élus guadeloupéens, que vous soyez maire ou autre, c'est une problématique qu'il va falloir prendre en compte dans votre gestion. Oui, parce que l'autre difficulté pour nous, effectivement, on peut entendre, et je pense que si c'est le cas, mais ça va venir impacter le budget, parce que si on met, OK, on intègre la question des 40% pour la question de la retraite, ça signifie aussi que dans la masse salariale, ça va entraîner des coûts en plus pour le budget des communes. Donc il faut mettre ça sur la table, il faut en discuter pour savoir comment nous on peut le supporter. Mais en tout cas, si c'est pour améliorer la situation des retraites, parce qu'on peut aussi gagner, c'est-à-dire que des agents aujourd'hui qui ne sont ce qu'on appelle technicité, vieillissement, qui restent là parce qu'il y a un problème de niveau de retraite qu'ils vont avoir, mais qui ne sont plus tellement productifs. Ils pourront partir plus tôt, donc quelque part, même si ça va venir impacter notre masse salariale, mais si derrière on va gagner, on va dire, c'est pas un mot qu'on va beaucoup dans la fonction publique territoriale, mais en productivité, notamment pour les agents qui sont dans les services restauration, qui sont dans les services techniques, et qu'on peut derrière avoir une marge de dire, tiens, on peut aller prendre 2-3 jeunes en plus qui vont être plus productifs, qui vont apporter d'autres approches, d'autres compétences. Il faut calculer tout cela et dire du coup qu'est-ce qui va impacter notre budget, mais qu'est-ce qu'on va gagner. Je pense que le débat, il faut l'ouvrir. En tout cas, moi aussi, j'y suis favorable. Vous êtes favorable? Je suis favorable pour ouvrir le débat. Est-ce qu'au niveau de l'association des maires, vous en discutez? Oui, avec Joseph Saboté, c'est un sujet qu'on mettra sur la table et qu'on discute. Mais après, la question des retraites, il faut légiférer. La question des retraites, il faut avoir un débat avec le gouvernement. Aujourd'hui, on a un gouvernement vertical qui n'entend pas. C'est ça. On a un gouvernement qui n'entend pas, qui est dans sa verticalité et qui ne voit pas la souffrance de la population. Mais est-ce que vous, élus sur le plan local, vous entendez la souffrance des Guadeloupéens, de votre population?
Mais on entend très bien. Dans les décisions que vous prenez, est-ce que ça se reflète? Mais pour le moment, si on parle de la question des retraites, sur la question des retraites, nous, on est prêt à se mettre autour de la table pour trouver des réponses techniques. Je pense qu'il y a des réponses techniques et on peut l'aborder. Après, il faut légiférer, il faut avoir le gouvernement qui est en train de vous dire, OK, sous ce sujet-là, en Outre-mer, compte tenu des particularités, dans cette réforme apparemment qui va être votée, il y aura un article qui va dire que pour l'Outre-mer, il y a tel dispositif. C'est ce qu'on attend. Mais on est prêt à leur faire des propositions sur comment faire en sorte que nos agents territoriaux, nos fonctionnaires en Outre-mer et en Guadeloupe puissent partir et puis à vivre décemment de leur retraite avec un niveau de retraite qui leur permet de vivre correctement. Ouais. C'est tout ce qu'on peut espérer. C'est tout ce qu'on peut espérer, tout à fait. Mais ça passe par un combat avec se faire entendre et puis aussi en lien avec la population, avec les partenaires sociaux. Mais maintenant, je vais arriver sur le sujet de votre commune et je fais le lien. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que financièrement vous êtes à l'aise? Est-ce que financièrement vous pouvez aller jusqu'au bout de vos ambitions? Alors, disons que bon, je savais dans quelles conditions je prenais une collectivité. Donc, la situation financière n'était pas très bonne. Elle s'est améliorée. Mais c'est amélioré avec beaucoup d'efforts, premièrement sur ce que j'appelle le rythme de vie de la collectivité. Premièrement, j'ai voulu montrer l'exemple avec mes élus, de dire que ça peut paraître des détails. Je n'ai pas pris de directeur de cabinet, je n'ai pas de voiture de fonction, je n'ai pas de chauffeur. Vous n'avez pas de directeur de cabinet? Vous faites comment? Vous faites tout vous-même? Bon, j'ai estimé que je viens de la fonction publique territoriale, donc j'ai une connaissance et je vais m'appuyer sur mon administration. Et c'est ce que je fais. Bon, c'est pas facile, mais c'est un choix. Vous pouvez compter sur votre administration? Oui, parce qu'il y a au-delà des choses parce que moi j'ai un discours exigeant avec eux, au-delà des choses que je peux leur, en termes de reproches ou bien d'attendre mieux que ça de leur travail, mais si j'ai des agents globalement impliqués sur le territoire et qui font bien leur boulot. Après, ils font leur boulot en fonction de leur champ de compétences, de leurs compétences métiers, mais globalement, je n'ai pas de conflit avec les agents. Je me suis, dans mon approche avec les agents territoriaux de Vieux Habitants, je me suis organisé à avoir un dialogue avec eux, je me suis organisé à avoir un dialogue avec les partenaires sociaux qui fait que les choses se passent relativement bien. Je n'ai pas de sujet majeur, même si ici ou là, il y a des fois des situations. Et en situation de travail, il y a toujours des situations de conflit, mais qui peut être positif. C'est ce que j'essaie de faire. Après, voilà, donc il y avait ce rythme, on va dire, que j'ai imposé à mes élus et à moi-même, et puis aussi un rythme de gestion, on va dire, drastique sur le rythme de vie de la collectivité, sur les dépenses. Et puis, les dépenses, on a été sur le 0,11 et le 0,12, celui qui est sur le personnel. Donc, j'ai eu des départs à la retraite que je n'ai pas remplacé, donc je fais des efforts, mais je sais aussi que je dois commencer à penser à remplacer quelques agents parce que c'est pas tenable. C'est pas tenable. Et de l'autre côté, sur toutes les dépenses type liées à l'eau, à l'électricité, dépenses quotidiennes, j'ai aussi baissé le niveau et j'ai pu trouver des endroits avec la consommation d'eau, la consommation d'électricité. Donc, qui fait que, eh bien, en fin d'année 2022, on n'est plus sur cette charpe de la CRC et qui fait qu'aujourd'hui, le budget 2023, j'ai la main. Mais la situation reste toujours sensible, donc on reste vigilant, mais on a au moins un budget et qu'on peut commencer, même s'il y a eu des choses qui ont été réalisées. D'ailleurs, je fais mon bilan à mi-mandat, je vais distribuer à la population d'ici le mois de mai, le mois de juin, un document pour montrer par rapport à mes engagements où on en est, malgré la situation difficile, comment on a travaillé, quelle stratégie qu'on a mis en place, et avec les partenaires institutionnels, donc les services de l'État, avec l'AFD, avec les agences qui sont autour des services publics, notamment le Conservatoire du littoral, l'Agence des 50 pas, et ainsi de suite, avec ces organismes-là, avec le Parc national, avec l'Office de l'eau, on arrive sur des dossiers qu'on doit monter à avoir un accompagnement. Et puis, bien entendu, les deux collectivités qu'on dit majeures, région, département. Qui travaillent de concert? J'ai fait un travail de concert. Je sais que je suis, par exemple, conseiller départemental. Je suis dans la minorité au conseil départemental. Tu vois, je ne dis pas que je suis dans l'opposition, je dis que je suis dans la minorité. Et je travaille voilà, quand il faut travailler en bonne intelligence avec le président de notre bar, je le fais. La preuve, le président de notre bar qui a une logique pour dire que c'est penser Guadeloupe et agir Guadeloupe. Et dans ce qu'il fait concrètement aujourd'hui,
en tout cas pour le moment, il est venu à Vieux Habitants, il a été à Marie-Galante. On voit bien qu'il est sous le territoire de Guadeloupe et on a signé un contrat pays pour Vieux Habitants sur des choses où le département dit OK, par rapport à votre projet, on vous appuie, on vous accompagne sur ces dossiers-là, ce qui a été acté déjà sur 2023 et on doit construire, élaborer un contrat pays qui va sous la mandature du président Osborne. Donc, je trouve que la démarche, elle est bonne, j'adhère. Et puis, même si je peux avoir un regard critique sur certains points, mais globalement, c'est lui le président, c'est lui qui donne le là et qui donne les orientations. Et sur ce qui est bon pour ma commune, je sais travailler dans ce sens-là avec le président du conseil départemental. Je fais la même démarche avec le président de région, même si aujourd'hui j'ai quelques dossiers, je dois revoir avec lui sur ce que j'appelle la rapidité de l'exécution. Il y a des dossiers que j'ai trouvés, donc moi je me suis inscrit dans la continuité que l'ancien maire portait. Ces dossiers-là, je trouve qu'on prend un peu de temps, pas trop de temps. Il y a quelques dossiers aussi, quand j'ai mis en place avec lui, je trouve que peut-être par rapport à la situation Covid, peut-être par rapport à la situation de la vie chère, notamment avec l'Ukraine qui fait que les prix ont explosé, mais concrètement, j'ai des dossiers qui prennent du retard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un accompagnement de la collectivité régionale, mais il y a des dossiers qui prennent du retard. Je dois faire un point avec le président et avec ses services pour faire en sorte de voir quels sont les points de blocage, quels sont les leviers qu'on peut lever pour faire en sorte que ces projets-là avancent un peu plus vite. Merci Jules Otto d'être venu sur ce plateau. C'est moi. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée.